Rebonjour à tous, enfin pour ceux qui nous ont suivis ce matin, puisque ce matin, on a eu déjà 2 séances qu'on a un peu travaillé ensemble sur l'aspect des incoterms et sur les fondamentaux de la douane. Donc voilà, cet après-midi, on est sur quelque chose d'aussi très important, vous allez voir dans 2 minutes, dont on parle beaucoup, hein, on parle beaucoup de green, de décarbonation, de green supply chain. Donc voilà, je rappelle à tous ceux qui, je suis en train de le prendre en même temps, à tous ceux qui n'auraient pas que le guide transporté est paru, il est sur un lien téléchargeable sur la plateforme, il est paru en digital, hein, vous savez que c'est les 20 ans de notre guide transporté, donc c'est un peu aussi pour nous un événement. Et vous retrouverez à l'intérieur, merci Alan qui est à la réalisation, vous trouverez à l'intérieur un peu toutes les bases sur, je ne sais plus combien de pages, 150 ou 180 pages, toutes les bases qu'on peut attendre sur le transport international, la supply chain, un véritable petit guide de logistique. Je vous rappelle aussi que, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, que c'est un peu pour nous aussi l'occasion de lancer la prochaine plateforme de la communauté des gens qui font des techniques du commerce international, de la douane, de la supply chain à l'export ou à l'import d'ailleurs, qu'on lancera par contre ça au mois de janvier, puisque comme vous le savez, notre site Classe Export, qui a déjà un assez beau succès, va continuer à évoluer. J'espère que vous êtes allé sur le site de Classe Export, hein, parce que, en l'occurrence, vous avez une mine de renseignements, des articles que l'on fait un peu en permanence. Vous savez que si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la lettre internationale, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous êtes déjà une quarantaine de milliers à vous être abonnés, donc allez-y surtout. Et vous allez voir qu'on a de l'information fraîche, mise à jour. Vous avez vu, je suis en train d'écrire, là, juste entre midi et deux, là, j'étais en train d'écrire sur notre nouveau ministre du Commerce extérieur. Vous avez vu qu'on a un nouveau ministre. Donc, vous retrouverez l'article sur Monsieur Olivier Becht dès demain, non, dès jeudi matin, puisque ça part mercredi soir. Voilà. Pour parler de la Green Supply Chain et l'objectif décarbonation, je vous présente Jean-Michel Garcia de la UTF. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Marc. Comment ça va? Très bien, merci. Et voilà. Et donc Jean-Michel va être un peu mon grand témoin, un peu en permanence. Et c'est quoi la UTF au fait? La UTF, c'est l'association des utilisateurs de transport de fret. Alors, la UTF, c'est une association qui regroupe finalement les chargeurs. Qu'est-ce qu'on entend par chargeurs? Des industriels, des distributeurs, des négociants, importateurs, exportateurs, qui transportent des marchandises. Et pour transporter leurs marchandises, il faut utiliser des modes de transport. Et donc, nous, on représente les intérêts des chargeurs dans l'utilisation des modes de transport. Voilà un petit peu la finalité de la UTF. Donc, il y a bien sûr pas mal de veille juridique, économique, des groupes de travail opérationnels ou juridiques ou autres, et beaucoup de travail avec les pouvoirs publics également sur certains sujets. Voilà. Voilà, une autorité en la matière, et en tout cas une instance représentative. Fabrice Accari, bonjour Fabrice, alors aussi à UTF, mais aussi vous pilotez un programme qui s'appelle Fred 21, c'est ça? Oui, bonjour Marc. Alors effectivement, j'ai deux casquettes, hein. J'ai celle de directeur de projet sur Fred 21, qui est un dispositif qui est lui-même intégré dans un programme plus large, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Et j'ai la fonction de directeur général de la UTF. Donc pour compléter un peu la présentation de Jean-Michel, la UTF s'appuie sur trois piliers: le transport international, qui est animé par Jean-Michel, dans lequel on retrouve le maritime, l'aérien, le commerce extérieur et la douane. Deuxième pilier, c'est le transport terrestre, qui est animé par Valérie Cornet, où on retrouve le fluvial, le ferroviaire, la route avec la composante compte propre. Et le troisième pilier, c'est celui de l'environnement et du développement durable, avec notamment ce dispositif Fred 21, qui a été mis en œuvre en 2015 par l'ADEME et la UTF. Super, on va en parler dans 2 minutes. Jérôme Bourg,
d'aider. Alors, Jérôme Bourg, vous connaissez sûrement parce que, en fait, on fait assez souvent des choses ensemble, Jérôme. Comment ça va? Oui, tout à fait, Marc. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Et enchanté d'être avec vous pour cette belle journée transportée sur ce sujet de la décarbonation en particulier, qui est, je dirais, enfin, à titre aussi de citoyen, un sujet qui est clairement à l'ordre du jour des entreprises et sur lesquels nous voyons beaucoup d'actions concrètes et que nous accompagnons, en particulier en partenariat avec Fred 21, avec nos solutions digitales. Ça va être le sujet aujourd'hui, de partager aussi ces éléments et des retours d'expérience sur les moyens, les bonnes pratiques pour ceux qui souhaitent rentrer, s'engager dans ces démarches de décarbonation dans l'opération de transport. Super, merci. Et enfin, Xavier Luc, bonjour Xavier. Bonjour. Comment va Xavier? Bonjour, ça va? Très, très ravi d'être entre vous. Moi, je suis Xavier Luc, consultant pour le port de Barcelone. Pendant quelques années, je m'occupais avec Nathalie Thomas et Claire Pérez, qui sont les représentantes du port en France. Je m'occupais de leur donner support et dès lors, après une longue expérience de travail comme dans le métier de transitaire et dans d'autres métiers de consultation, donc je continue à avoir un certain rôle de consultation auprès du port de Barcelone. Et dans ce cas, on va parler un peu des efforts et du rôle de l'autorité portuaire en tout ce qui est la décarbonisation de l'activité. Très bien. Et en plus, vous travaillez sur la norme, si j'ai bien compris. Oui, et je travaille aussi en représentant l'organisation espagnole de la ISO dans la rédaction de la norme qui sera la norme 14083 pour le calcul des émissions dans les chaînes logistiques. Chouette, on va avoir une nouvelle norme. Pardon, on est déjà plein de normes. Très bien, on va en parler tout à l'heure. Alors, moi, la première question, c'est plutôt à la cantonade, tu vas voir, qui veut répondre. Hein. Parce qu'on n'arrête pas de parler de green et d'un aspect important de la décarbonation, et surtout en ce moment, avec toutes les problématiques qui sont liées aussi à la guerre en Ukraine et aux problématiques russes. Mais est-ce que la crise du Covid et la crise ukrainienne n'a pas rebattu un peu les cartes? Est-ce qu'on a toujours le même appétit pour le green dans le transport que quand on pouvait déjà beaucoup en parler en 2019? Qu'est-ce qu'il y a du côté des autorités portuaires en général? Je crois que ça n'a pas changé grand-chose. On est tous affectés par les urgences de la situation économique et énergétique. Mais bon, les programmes, je dirais, je ne sais pas si c'est par chance ou malchance, les programmes de développement de diminution des émissions sont des programmes à long terme. Oui, à long terme. Donc, on continue. On ne réfléchit pas à 2 ans, on réfléchit à 10 ans ou à 20 ans. Oui. Jamais, jamais. Jean-Michel ou Fabrice? Ah, on ne t'entend pas, Jean-Michel. Oui. Donc, autant pour moi. Ce qu'on peut dire aussi là-dessus, c'est que la population mondiale, aujourd'hui qui tourne autour de 8 milliards d'habitants, devrait atteindre 13 milliards pour se stabiliser autour de ce chiffre-là. Donc on imagine bien déjà que les échanges internationaux vont pas forcément aller en réduisant. Donc ça, c'est une première chose. Et les gens vont continuer à consommer, continuer à se déplacer. Donc ça, c'est un point qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Et on se rend bien compte aussi que pour le suivre au sein de la UTF, hein, on suit beaucoup tous les travaux qu'il peut y avoir autour de la transition énergétique, et on se rend bien compte que
Quelle énergie, on ne sait pas forcément quelle énergie va prendre le dessus sur les autres énergies. Est-ce qu'il y en aura suffisamment? Les brevets techniques seront-ils suffisants? Alors, il y a beaucoup de grandes écoles qui se positionnent là-dessus. Il y a aussi beaucoup de cercles de réflexion qui se disent, finalement, oui, il y a la technologie, mais est-ce que la technologie toute seule suffira? Eh bien, on parle plutôt de sobriété et d'aller vers une culture de la sobriété, et notamment aussi de faire d'avoir des réflexions sur ses approvisionnements, sur ses choix, et c'est ça qui est intéressant. Alors, pour répondre clairement à la question, est-ce que avec ces crises, etc., on s'est désengagé d'actions long terme, comme ça a été dit à l'instant? Eh bien, non. Au contraire, et on pourra même peut-être rentrer dans le détail pour voir qu'il y a eu même des actions qui ont permis de réduire certains approvisionnements, comme revoir les sourcings, par exemple, c'est un thème, mais aussi les programmes qui sont tenus comme Fred 21, et peut-être même que je pourrais vous parler par la suite d'une coalition de chargeurs qui s'est créée pour justement favoriser du transport vélique. Donc là, ça sera peut-être l'occasion, peut-être vers la fin, de faire un point sur ce sujet-là. Ok. Fabrice, quand vous avez créé ce programme, en fait, c'était créé. Alors, vous avez créé, donc, en fait, ce Fred 21, qui est quoi? Qui est un programme d'action, qui est un enchaînement, et ça a été créé il y a combien de temps? Et comment ça fonctionne? Vous me laissez combien de temps pour répondre? Je ne sais pas, je vous interromps pas. Vous ne parlerez pas plus de 5 minutes, je vous aurais interrompu avant. Donc, vous avez le temps qu'il faut. Fred 21 a été créé au moment de la COP 21, d'où son nom, c'est-à-dire en 2015, parce qu'il existait déjà des dispositifs pour le transport routier de marchandises et que les chargeurs avaient envie de prendre leur part dans cette réduction de l'impact carbone des chaînes logistiques. Donc, c'est l'époque à laquelle, en travaillant avec l'ADEME et des prestataires techniques, l'AUTF a développé ce dispositif qui s'appelle donc Fred 21 et qui permet en différentes étapes d'accompagner les entreprises, d'abord de les sensibiliser, ensuite de leur donner les outils techniques pour évaluer les émissions de CO2 des transports qu'ils achètent, et ensuite avoir des outils méthodologiques et des fiches d'action pour savoir évaluer ce que la mise en œuvre des différentes actions va permettre d'économiser en termes de CO2, et derrière de s'engager sur 3 ans à mettre en œuvre le plan d'action qui a été décidé par l'entreprise. Donc il y a différentes étapes. La motivation à la base, elle est purement philanthropique pour la planète, quoi, si on peut dire, ou est-ce qu'il y a d'autres motivations qui mènent des chargeurs à faire cette action avec vous? Alors, il y a bien évidemment une vraie volonté environnementale de réduire l'impact des activités logistiques quand on achète des transports. Ça, c'est la première chose. Après, on se rend bien compte qu'en travaillant sur ces émissions de CO2, on fait aussi parfois des économies financières, puisque ça amène à diminuer les chaînes de transport, par exemple, ou à optimiser les taux de remplissage. Ça améliore aussi les relations avec à la fois ses clients, mais en même temps avec ses prestataires, puisqu'on s'inscrit dans des actions de long terme et très souvent en partenariat. D'accord. Donc la motivation n'est pas seulement que de faire du bien à la planète, c'est aussi de faire du bien à l'entreprise, quoi, quelque part, ou en tout cas d'améliorer la qualité de la chaîne. On parle plus parce qu'il y a des gros pollueurs qui disent oui, mais moi j'ai des points carbone. La motivation autour de économiser ou avoir moins de points carbone à échanger n'est pas du tout celle-là. Alors, ça ne s'aborde pas de cette façon-là. En fait, ce qu'on note aujourd'hui parmi nos adhérents, c'est que de plus en plus de chargeurs
intègrent en fait dans leur plan d'investissement l'impact carbone à la fois de l'industrie, mais en même temps des transports. C'est-à-dire que si par exemple on doit faire une opération de report modal où on transfère ses marchandises, une partie plutôt de ces flux de la route vers le fluvial ou le ferroviaire, et ben pour valoriser d'un point de vue économique le projet, on va donner une valeur au carbone pour démontrer que à terme, il y aura un vrai gain économique. Ok, alors en quoi ça consiste? Comment ça fonctionne? Dites-nous, quelle est la base de l'action que vous avez mis en place donc? Alors, je ne sais pas si on peut partager les diapositives. Peut-être ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai la main dessus. Donc voilà, j'ai repris une présentation qu'on a faite il y a plusieurs mois avec Jérôme Bourde d'EDS. Donc j'ai enlevé sa partie, bien évidemment. Et avec l'ADEME. Donc d'abord, vous parlez du programme EVE. EVE, c'est Entreprise volontaire pour l'environnement, transport et logistique. C'est donc le programme global qui va intégrer différents dispositifs. L'enjeu de décarbonation dans les transports, très schématiquement, les transports, c'est 1/3 des émissions de CO2 en France. Les poids lourds représentent, enfin le transport de marchandises dans sa globalité représente à peu près 8% des émissions de la France, 18% de 31. Les objectifs de réduction, c'est moins 28% à l'horizon 2030 pour l'ensemble du secteur du transport et donc une décarbonation complète en 2050. Je vais passer cette slide pour venir directement là. Donc en fait, il y a bien 3 dispositifs dans EVE, entreprise volontaire pour l'environnement, transport et logistique. Il y a Fret 21 pour les chargeurs, les donneurs d'ordre. Il y a EVCOM pour les commissionnaires en transport et Objectif CO2 pour les transporteurs routiers de marchandises. Et il y a exactement le même programme pour les transporteurs routiers de voyageurs. Et au milieu de tout ça, on a une plateforme d'échange de données qui permet aux transporteurs, aux commissionnaires et aux chargeurs d'échanger les données d'émissions de CO2 liées aux transports qui ont été affrétés. L'objectif est donc de réduire de 3 millions de tonnes par an les émissions de CO2 qui sont émises par l'ensemble des acteurs de cette chaîne. Le bilan du programme, alors ça c'était sur la période précédente qui s'est arrêtée fin 2021. J'ai laissé cette slide parce qu'elle est quand même intéressante à voir. On a quand même sensibilisé 5000 entreprises, donc à peu près 500 chargeurs, le reste c'est plutôt des transporteurs et des commissionnaires. On a réussi à obtenir une labellisation de plusieurs entreprises et il y avait sur cette première période 127 chargeurs qui avaient réussi à s'engager dans le programme. Et en gros, l'ensemble des acteurs, on avait un objectif de réduction à l'époque d'1 million de tonnes de CO2 par an et on était arrivé à 80% d'objectifs en sachant que le programme était, le programme était tout neuf et qu'on a, sur 3 ans de programme, on a eu pratiquement 10 mois de retard au démarrage pour diverses raisons. On n'était pas tous dans le circuit à l'époque, donc je ne saurais même pas les retracer. Pour en revenir au dispositif Fret 21, plusieurs éléments. C'est une démarche volontaire d'abord, et pour l'instant, qui donne aux entreprises des outils et des méthodologies à la fois pour mesurer les émissions de CO2 et ensuite pour mettre en place un plan d'action de réduction. L'entreprise, au terme de différentes étapes sur lesquelles je reviendrai un peu après, va s'engager, et cet engagement est pris avec l'ADEME, à mettre en œuvre le plan d'action sur lequel elle a travaillé. Pour s'engager dans Fret 21, en gros, il y a 4 étapes et 4 axes de travail. Donc, la première étape, c'est de faire une auto-évaluation, de quoi l'entreprise dispose pour pouvoir s'engager. Ensuite, définir le périmètre, transport amont, transport aval, la partie que l'entreprise peut réaliser à la rigueur avec ses propres véhicules. Est-ce que c'est un périmètre France, Europe, monde, en sachant que le programme ou le dispositif plutôt peut être utilisé pour les transports au niveau monde, mais que ce qui rentre en compte dans les résultats et l'engagement, c'est uniquement la partie française, puisque c'est un dispositif qui est encadré par l'État français.
Ensuite, il y a l'accord d'engagement et ensuite, pendant 4 ans, on va suivre la progression des résultats. Le premier axe sur lequel l'entreprise va travailler, c'est le taux de chargement. Comment on peut optimiser le remplissage en travaillant sur les palettes, sur les conditions de chargement, sur les conditions de livraison. Deuxième travail, c'est la distance parcourue. Est-ce qu'on peut optimiser le positionnement des entrepôts ou des marchandises dans les entrepôts pour ensuite améliorer la distribution plus fine du territoire? Les moyens de transport, c'est là qu'on retrouve le report modal, mais aussi les énergies alternatives. Et dans le quatrième axe, on a les achats responsables. Pour que l'entreprise s'engage, il faut qu'elle soit en capacité de mettre en place au moins une action sur 3 axes sur 4 et qu'elle arrive à un total de réduction d'au moins 5%. L'engagement qui est fait par l'entreprise, c'est un engagement donc volontaire. C'est un engagement volontaire. En fait, il signe quoi? Il signe une charte. Il signe un document avec là-dedans? l'entreprise signe un engagement avec l'ADEME où elle dit qu'elle va mettre en œuvre un plan d'action en détaillant les différentes mesures du plan d'action qui ont été validées par le comité technique, hein, et que donc elle va mettre ce plan d'action, que ça réduira d'au moins 5% les émissions de CO2. On se rend compte quand même qu'en moyenne, aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 10%. Et qu'elle va mettre en place un suivi annuel pour pouvoir rendre compte de la réalisation de ce plan d'action et le bilan final au bout de 3 ans pour démontrer que le résultat a bien été obtenu. Donc une première phase de sensibilisation qui est faite par la UTF. Ensuite, il y a un encadrement technique qui est fait par un organisme qui s'appelle EcoCO2, avec qui l'AUTF, l'ADEME et les autres porteurs travaillent en étroite collaboration. Ensuite, il y a 2 méthodes d'accompagnement, soit standard, soit approfondi. En général, standard, l'entreprise est plus ou moins autonome. En approfondi, elle peut faire appel à des prestataires référencés. Et derrière, c'est donc l'engagement qui est signé avec l'ADEME. On vous a mis rapidement sur cette slide les différents secteurs d'activité et les mesures qui ont été le plus mises en œuvre par les entreprises. Donc, l'action qui est plébiscitée, c'est d'utiliser des transporteurs ou des commissionnaires qui sont eux-mêmes chartés ou labellisés Objectif CO2 ou EVECOM. Ensuite, c'est le taux de chargement. Ensuite, le travail sur les motorisations et les énergies alternatives. Et on retrouve en cinquième place le combiné rail-route. Et sur la partie droite de la slide, vous retrouvez que l'ensemble des secteurs du commerce, de l'industrie et de la distribution sont bien représentés. Et une chose qu'on n'a pas notée sur cette slide, c'est qu'on a vraiment des entreprises de toute taille, jusqu'à 10 salariés en montant jusqu'aux grandes multinationales. Voilà une slide assez intéressante en fait, qui regroupe en gros les raisons. Alors on s'en rend plus compte a posteriori, mais on en tire plusieurs bénéfices en fait de cet engagement. Le premier, il est environnemental. On contribue à la lutte contre le changement climatique. Le deuxième, c'est un bénéfice économique, puisqu'en général, quand on fait des économies sur la consommation d'énergie, on retrouve ça derrière dans les achats de transport. Le troisième point, c'est un double bénéfice commercial, d'abord vis-à-vis de ses clients, mais aussi vis-à-vis de ses prestataires par la mise en œuvre de partenariats plutôt de long terme. Quatrième point, c'est le bénéfice réglementaire. Ça permet d'anticiper les futures réglementations. Cinquième point, c'est la reconnaissance des pouvoirs publics, puisque cet engagement est reconnu par l'ADEME et donc on peut en faire la publicité comme on veut. Et le dernier point, qui est certainement pas le plus négligeable, c'est le bénéfice managérial, puisqu'on se rend compte qu'il y a une vraie émulation dans les équipes lorsque les entreprises s'engagent dans un dispositif comme Fred 21. Voilà, et sur la dernière slide, on vous a noté les résultats obtenus en termes d'engagement en 2020-2021. Les chiffres de 2022 datent du mois d'avril. On est aujourd'hui plutôt à 200 entreprises engagées. Notre objectif fin 2023, c'est d'atteindre les 400. Pour l'instant, on est sur une trajectoire qui est plutôt engageante. Il y a un bénéfice financier pour l'entreprise quand elle participe, elle a un soutien particulier de l'ADEME ou...
Alors, il y a un soutien d'abord, oui, technique d'EcoCO2 hein, et de l'AUTF qui accompagne tout au long du dispositif. Ça ne coûte absolument rien. Ensuite, il y a, si l'entreprise s'engage en autonome, à ce moment-là, il y a un accompagnement technique d'une journée qui est pris en charge par le dispositif, par le programme EVE. Par contre, si l'entreprise part en accompagnement, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. En accompagnement plus long, approfondi, il y a un petit financement qui dépend de la taille de l'entreprise et qui de mémoire va entre 20 et 30% ou plutôt 50% des coûts pour les plus petites entreprises. Mais avec un maximum qui doit être bloqué à 5 journées de travail. En matière Jean-Michel, en matière de commerce international, c'est quand même assez difficile de remettre bout à bout des modes de transport qui sont quand même assez différents. Et puis, Fabrice ou Jean-Michel, des fois où je vois sur un de vos objectifs qui est en gros ni plus ni moins de changer d'approvisionnement, quoi. Hein. C'est-à-dire que en fait, tu vas acheter ailleurs, quoi. C'est ni plus ni moins ça. Alors ça, c'est compliqué, ça se met pas en œuvre en 2 minutes. On a vu des entreprises le faire, hein, qui faisaient du transport aérien pour la France et qui ont choisi de relocaliser leurs approvisionnements en Europe pour utiliser soit le mode fluvial, soit le mode ferroviaire. Alors, c'est un peu les exceptions dans le programme, mais ça arrive. On a vu de l'aérien se reporter sur du maritime, on a vu du routier relocalisé pour pouvoir faire du ferroviaire ou du fluvial. Donc, il y a vraiment tout un tas de choses qui se mettent en œuvre. L'entreprise a 3 ans pour mettre en place son plan d'action. Si elle voit que c'est trop court, elle peut décider de s'engager sur un autre périmètre et du coup de garder ça pour son réengagement 3 ans plus tard. Alors, la difficulté quand même dans ce process, c'est que là, ça engage toute l'entreprise. Là, c'est pas une question de transport, de logistique, c'est aussi supply chain, c'est aussi la stratégie. Donc, la décision, elle se prend où? Elle se prend en COMEX pour participer à ça? Parce que là, l'engagement, il est fort. Hein. L'engagement est fort et effectivement, ça remonte à la direction générale de l'entreprise la plupart du temps. Bien évidemment, ça dépend aussi de l'autonomie du directeur des transports, du directeur supply ou du directeur des achats en fonction de comment est organisée l'entreprise. Mais c'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment un engagement de toute l'équipe en général et donc ça remonte à la direction générale de l'entreprise. Bon, alors, en fait, je disais que votre objectif 2023 est ambitieux, mais d'un autre côté, on doit tous s'y mettre. Donc, finalement, il n'est pas si ambitieux que ça. Enfin, si on s'y met tous. Enfin, en tout cas, c'est votre capacité à traitement aussi, parce qu'après, je pense que accompagner tous ces gens-là, ça nécessite d'avoir une petite structure quand même pour le faire. Vous êtes nombreux à travailler là-dessus? Alors à l'AUTF, on a quand même 9 emplois temps plein qui sont consacrés à accompagner l'ensemble du dispositif FRED 21. Il y a du monde à l'ADEME, il y a du monde chez EcoCO2 et il y a une vingtaine de prestataires, donc des cabinets qui peuvent accompagner les entreprises et qui ont été référencés pour pouvoir accompagner les entreprises qui le souhaitent. Ouais, pas mal. Et après, on s'est adapté les moyens si on devait faire face à une forte demande. Et alors, aujourd'hui, donc, avec tous ces chargeurs que vous, le mot n'est pas joli, que vous cornaquez, mais que vous animez là-dessus, est-ce que vis-à-vis de certains transitaires ou transporteurs ou acteurs de la filière, vous êtes devenu une force de lobby? Parce que là, si tous ensemble, ils font les mêmes actions où ils ont les mêmes orientations, ça peut peser quand même. Enfin, vous avez mis le doigt exactement sur la chose la plus importante d'avoir un programme commun avec les 3 dispositifs intégrés, c'est qu'on crée des synergies entre les chargeurs, les commissionnaires, les transporteurs, c'est-à-dire que les transporteurs indiquent à leurs clients, commissionnaires ou chargeurs qu'eux-mêmes sont engagés et que ce serait bien que leurs clients s'engagent. Pareil avec les commissionnaires. Et d'un autre côté, le donneur d'ordre impulse une dynamique auprès de ses prestataires pour que non seulement ils s'engagent dans EVCOM ou dans Objectif CO2,
mais qui mettent en œuvre des plans d'action ambitieux pour décarboner les transports, pour optimiser les logistiques, pour faire du report modal, pour changer de mode énergétique quand on fait de la route et qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, on a une vraie dynamique de programme qui est certainement le levier le plus important pour réussir à atteindre les objectifs que la France s'est fixés, soit à travers la stratégie nationale bas carbone et la future loi de programmation énergie et climat, ou à travers le programme Fit for 55 de la Commission européenne. Il y en a des programmes, hein. Oui. Faut suivre. C'est un peu compliqué. Alors, oui, d'un autre côté, je réfléchissais en même temps dans ma tête. Si jamais vous dites à toutes vos entreprises, bon, le transport aérien, vous oubliez, on va réduire par 2 le transport aérien, c'est la nouvelle patronne d'Air France qui va pas vous aimer, hein. Bon, enfin, c'est pas du tout l'approche qu'on a, hein. Notre objectif n'est pas de manière dictatoriale d'aller expliquer comment on doit agir. De toute façon, on sait très bien que toutes les études qui sont aujourd'hui sur la table démontrent que le transport de fret va augmenter encore pendant au moins les 10 ans à venir, avec a priori une tendance à plus 30% d'ici 2030. Donc, Ah oui. c'est pas en imposant de cette façon-là de faire du report modal de l'avion au maritime ou un mode terrestre qu'on va résoudre notre problématique, mais bien en travaillant sur les endroits où il y a une vraie pertinence pour le faire. D'accord. Si le transport continue à augmenter de 30%, alors déjà que c'est compliqué pour trouver du transport maritime en ce moment, même si ce matin on a entendu qu'il y avait plein de porte-conteneurs qui allaient être mises en service, bah, il n'empêche que ça va finir par être compliqué. Il va falloir réfléchir, vu le coût du transport aujourd'hui, à optimiser tout ça. OK, la principale difficulté que moi je vois, c'est comment on quantifie ça? Parce que, en fait, c'est bien de dire: «On va faire des économies», mais comment on fait pour quantifier ça, les économies, monsieur Jérôme? Alors, Monsieur Marc, en fait, effectivement, il y a un ensemble d'éléments pour arriver à quantifier et organiser ces économies. Déjà, je voudrais rebondir sur un point. Vous avez posé la question et Fabrice a aussi apporté des éléments sur est-ce que finalement le Covid a été un ralentisseur. Ce que nous voyons, c'est plutôt l'inverse. Ce qui remonte de nos clients, aussi bien industriels que distributeurs, c'est plutôt une accélération. Il y a une vraie compréhension du fait que décarboner, ça veut dire consommer moins d'énergie, et énergie chère est un thème qui aujourd'hui parle à tout le monde. Et donc les sujets remontent effectivement beaucoup plus facilement vers les directions générales, parce qu'il y a cet enjeu effectivement de rareté, de coût du transport, et puis on tombe très souvent aussi sur des questions liées à la résilience. Et donc ce que nous voyons à travers nos clients, si je vous donne ces éléments, c'est clairement que aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir comment faire. Et cet enjeu, il se retrouve dans la manière d'appréhender ces démarches. Le FRED 21 inclut des éléments de modélisation assez macroscopiques à travers des outils Excel. Mais si on veut aller beaucoup plus loin dans le détail, il y a vraiment un enjeu de maîtriser de manière très fine à la fois ces émissions et les actions qui vont être mises en place. Et c'est là où l'outil digital va être un élément très fort pour donner les moyens aux entreprises de répondre à ces enjeux. Et l'outil digital, il va intervenir sur 3 grands leviers. Le premier, c'est effectivement on dit la mesure, en fait c'est le calcul, l'estimation de ces émissions. Le deuxième élément, c'est une fois qu'on a cette mesure, c'est de savoir sur quel sujet j'ai intérêt à agir en premier, avec quel levier. Et puis le troisième élément, c'est justement de mettre en œuvre ces leviers. Et là, à chaque fois, on trouve aujourd'hui, à travers des solutions digitales, de type TMS, de type plateforme dédiée au transport, ce que nous voyons au quotidien chez nos clients, des réponses très fines, très pertinentes sur ces 3 sujets. Donc, sur le premier élément de la mesure, c'est déjà de donner des moyens aux entreprises
sur le périmètre qu'elle souhaite mesurer. Hein, effectivement, Fabrice l'a indiqué, il y a une question initiale pour ceux qui s'engagent en FRED 21, c'est sur quel périmètre je vais faire porter mon engagement. Est-ce que je regarde uniquement mon scope aval? Est-ce que j'inclus l'ensemble de mes éléments de scope international? Est-ce que je souhaite intégrer aussi la mesure des émissions amont, même si j'achète rendu et que ce sont mes fournisseurs qui organisent le transport? On a aujourd'hui les moyens, à travers nos solutions, d'avoir des éléments de mesure sur les flux reçus. Donc là, il y a un premier élément sur le scope de mesure, et après, les outils. Pour nous, c'est un outil qui s'appelle GreenMove, qui va permettre de calculer les émissions sur le scope qui a été défini de manière très fine. Hein. On parle vraiment de chaque expédition, de chaque segment d'une expédition. Dès qu'on est à l'international, il y a très souvent, de manière quasi systématique, plusieurs segments dans une expédition, avec chacune ces émissions qui vont être propres. Et une fois que cette mesure est atteinte, on a de la data, hein, c'est un élément essentiel. La data va permettre d'identifier des sujets sur lesquels on a intérêt à agir en premier. Parce que je vois que j'ai classiquement un aérien qui va surpondérer l'ensemble de mes dépenses, ou des axes géographiques sur lesquels j'ai des éléments particuliers, et donc identifier finalement là où mon action va être la plus pertinente et la plus efficace. Et donc ça, c'est vraiment l'idée de la data, de donner le moyen d'orienter cette action. Alors, pour faire arriver à faire ça, ça veut dire que tu vas, que GDS, vous allez vous plugger sur les outils de l'entreprise. Comment ça fonctionne? On rajoute une couche logicielle, on va se plugger sur le RP, parce que là, c'est quand même un petit peu compliqué, ça touche à peu près à tout. Effectivement, ça c'est quelque chose que nous faisons de manière fréquente. Hein. Soit on va se plugger effectivement à l'ERP ou aux différents systèmes de gestion achat, gestion commerciale, ou système de gestion d'entrepôt, et donc récupérer cette information sur les flux. Ce que nos solutions offrent aussi, c'est la capacité à organiser, à planifier ces flux. Donc dans ce cas-là, c'est notre TMS qui est à l'origine finalement de l'information. Hein, parce que très souvent, on est sur un mode où, sur du flux aval par exemple, ce sont nos solutions qui vont calculer l'ensemble des moyens de transport, choisir les routes, choisir les prestataires. Et donc, on a du coup accès à cette information très détaillée. Et puis, on a des clients qui n'ont pas encore ce niveau de digitalisation. Et là, on a des solutions beaucoup plus légères. On va intégrer des données à partir de fichiers Excel, par exemple, mais toujours sur cette maille fine de l'expédition pour faire un calcul très précis. Aujourd'hui, effectivement, cette connexion est un point de passage sur lequel il y a quand même beaucoup de leviers techniques faciles à actionner. Ok. Donc, en fait, là, vous arrivez finalement à quantifier et à faire le retour en fait, de l'information finalement pour savoir si les actions qui ont été mises en place sont bonnes, ou est-ce que ça propose une optimisation? Parce qu'en fait, c'est assez compliqué quand même. Alors là, je vois effectivement pour le programme FRED 21, pour l'action FRED 21, donc il y a un accompagnement, il y a un conseil, mais vous avez lié vos destins là, tous les deux, ou est-ce que en fait, vous arrivez, les choses sont indépendantes et chacun fait de son côté? Les choses sont indépendantes. Hein. En fait, on a un certain nombre de clients qui s'inscrivent dans FRED 21, mais et réciproquement. Donc, l'idée pour nous, c'est pour les clients qui sont dans cette démarche, de pouvoir l'accompagner à travers l'outil digital, mais bien sûr, il n'y a aucun lien obligatoire, aucune forme d'obligation pour les entreprises, à la fois clients DDS ou engagés dans FRED 21. Ok. On peut peut-être afficher, tu as 2 slides que, si je peux me permettre, voilà, sur la slide qui était, alors je pensais que c'était surtout celle qui était en page 4, sur le programme GreenMove, là, qui me paraissait intéressante à commenter. Oui. Toc, voilà, c'est ça. Donc, si on reprend l'explication de ce que vous venez de dire là, Jérôme, là, ce que tu viens de dire,
c'est en fait, tu vas rescreener chacun des préacheminements, des postes d'acheminement et des transports principaux à travers, pourquoi pas, même des coordonnées GPS? Oui, pourquoi pas, si on a cette information effectivement plus précise. L'idée, c'est que sur ces éléments de calcul, plus la donnée d'entrée est précise, plus le calcul en sortie va être précis. Donc on sait intégrer des données qui peuvent être, souvent pour démarrer, on a des données relativement macroscopiques. Je connais le point de départ, le point d'arrivée, j'ai parfois même pas les points de passage, les ports par exemple, les ports ou les aéroports. Et donc à partir de cette simple donnée origine, destination, tonnage, je sais faire un premier calcul. Si après j'ai des éléments plus précis sur mes points de passage, sur les types de véhicules utilisés par mes transporteurs, voire sur le trajet précis, je vais pouvoir affiner le calcul. Donc là, c'est l'idée qu'il y a de toute façon une progression et que plus la donnée est précise et plus je vais enrichir cette donnée, plus je vais être fin dans mon calcul. Donc ça, c'est effectivement le premier élément. Et l'idée de ce type de solution, c'est de pouvoir accompagner sur la durée. Il y a clairement une progression, les entreprises apprennent finalement à capturer une donnée plus précise sur ce type de calcul. Et ça va jusqu'à l'optimisation des tournées de livraison si jamais il y a des tournées, parce que là, ça devient, ça rentre carrément au cœur de la boîte là. Alors effectivement, là, si on est après dans les leviers qui peuvent être activés, ce que nous voyons... Peut-être passer à la slide suivante, Alan, si tu veux bien. Voilà, normalement, on est sur la... Voilà. Ah, alors peut-être Non, juste la précédente. trop vite. Trop vite. Très bien, voilà. Effectivement, ce que nous voyons, c'est que ce que nous mettons en œuvre à travers nos solutions, c'est plusieurs leviers de gains. Et ce qu'il faut à nouveau garder en tête, c'est que très souvent, le gain sur les émissions s'accompagne d'un gain économique. Ça, c'est très clair. Donc, il y a clairement un premier levier sur la réduction liée au mode de transport. Et vous le disiez, une solution comme nos TMS va pouvoir choisir automatiquement les modes de transport et les prestataires. Et donc, si j'ai l'information que j'ai référencé tel transporteur qui roule au biogaz, donc avec des émissions moindres, je vais pouvoir le sélectionner automatiquement si c'est ma politique. Donc ça, c'est des systèmes comme nos TMS permettent de mettre en musique ces choix au quotidien. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est effectivement sur l'efficacité des transports. Donc c'est mieux utiliser les transports qui sont affrétés, bookés. Donc on est sur des logiques d'optimisation du remplissage, par exemple, du conteneur ou de remorque. On voit revenir aussi des logiques sur la mutualisation, avec la hausse forte des coûts de transport remet à l'honneur ces sujets de mutualisation. Pour ceux qui utilisent des moyens propres, on sait les optimiser. Donc ça, c'est aussi un facteur à la fois de réduction des émissions et de réduction des coûts par produit transporté. Et puis, il y a un troisième levier qui est souvent oublié, c'est de réduire le besoin. Finalement, ce que je n'ai pas besoin d'affréter et ce qui me coûte le moins cher, c'est typiquement de éviter les retours à vide ou utiliser les mêmes transports pour récupérer des emballages plutôt que le camion revienne à vide. Identifier à nouveau à travers la data le fait que je peux faire de l'optimisation sur plusieurs de mes sites ou organiser des circuits. Voilà, donc toute une série de logiques qui vont permettre de réduire le besoin de transport. Et tout ça, effectivement, c'est ce qu'apportent les outils digitaux, c'est cette capacité à mettre en musique ces différents leviers. Ok. Et là, toi, tu travailles worldwide, c'est-à-dire aussi bien sur des imports Chine, et sur de l'optimisation des imports que des exports. Oui, tout à fait. Oui. On a effectivement une couverture aujourd'hui où on va accompagner nos clients aussi bien sur du grand import maritime, aérien, et puis effectivement routier sur du proche Europe et le rail qui est encore un petit peu anecdotique mais qui se développe, sur de la distribution aval, sur de l'export aérien ou maritime. C'est vrai qu'on a une vision assez large de l'ensemble des flux et des types de transport utilisés sur un nombre d'entreprises important. Ok. Donc tout ça, ça conduit à, si vous avez compris, à faire des cartographies, c'est ça? Alors tout à fait, un des éléments, ça c'est un des éléments finalement
d'aide à la décision, c'est ce qui ressort de la mesure, c'est de savoir finalement, pour beaucoup d'entreprises qui mettent en place ce type d'outil digital, c'est une première découverte, c'est d'avoir la compréhension finalement de leur flux à travers de la carto, à travers des outils d'analyse de la donnée, pour comprendre effectivement là où sont les points chauds et les points sur lesquels on a intérêt à agir de manière prioritaire. Donc là, il y a toute une série d'outils de représentation qui vont permettre de manipuler cette donnée pour à nouveau comprendre les sujets sur lesquels, voilà, si je vois que mes flux vers la Pologne sont les plus émetteurs, ben, je vais commencer par ça. C'est pas la peine de me poser la question de la livraison urbaine en vélo, alors que 30% de mes émissions, c'est du complet vers la Pologne. C'est ce type de décision qu'on va pouvoir éclairer à travers cette utilisation de la data. Question bête, mais qui est à l'ensemble. Alors, j'avais pas vu que d'abord Guillaume avait posé une question. Je viens juste de le voir. Fred 21 ne concernera que les émissions en France. Ça s'adresse. Pardon, je réactivais mon micro. Ah oui. Alors, on peut utiliser les outils de Fred 21 pour travailler sur l'ensemble de ces transports dans l'ensemble du monde. Par contre, effectivement, l'engagement ne portera que sur le périmètre France, puisque le programme est encadré par l'ADEME et que malheureusement, ça rentre dans un cadre plus global de certificat d'économie d'énergie, qui est un dispositif franco-français. D'accord. Ah oui, le certificat d'économie d'énergie est un Oui, dispositif franco-français, mais le bénéfice et l'analyse, il est worldwide. L'analyse peut être worldwide et on peut effectivement mettre en place les plans d'action sur l'ensemble des flux à travers le monde. Quelle est notre position à nous, Français, dans le concert européen là-dedans? On a un peu d'avance, on a du retard, on est bien placé. Alors, je dis européen, puis après, je pose la question au niveau monde. Alors, très clairement, au niveau européen, on est très en avance du point de vue des chargeurs sur la mise en œuvre de ce type de programme de réduction. Et on est en train aujourd'hui, à travers notre association européenne, European Shippers Council, de faire la promotion du dispositif au niveau européen pour que chaque État puisse se l'approprier et le décliner ensuite dans les pays qui voudront reprendre la matière pour l'adapter ensuite à leur propre manière de travailler. Ok. Donc, on a déjà fait traduire les outils en anglais pour que les groupes internationaux qui sont implantés en France ou les groupes français qui ont des implantations à l'international puissent utiliser les outils partout dans le monde. Ça veut dire qu'on a plutôt un rôle de leader de locomotive sur le sujet, quoi, c'est ça? Aujourd'hui, oui, très clairement. Ok. Non, mais c'est bien. Pour une fois qu'on a de l'avance sur tout le monde, c'est bien. C'est bien. Ça ne veut pas dire... Jean-Michel, un commentaire sur tout ce qui a été dit. Comment tu vois les choses à l'échelon du commerce international? Avec le micro, c'est mieux. Je rouvre mon micro, pardon. Alors, il y a eu plusieurs choses qui ont été dites. D'ailleurs, si on regarde, je vais reprendre, je vais refaire un petit peu le parallèle avec la Covid. Il y a eu des situations qui ont fait se poser pas mal de questions, notamment quand il y a eu ces échanges internationaux qui se sont réduits, notamment pour les passagers dans l'aérien. Eh bien, on s'est aperçu que le transport de fret aérien avait très fortement diminué. Et tout ça, pourquoi? Ben, tout simplement parce que plus de la moitié du fret aérien est transporté dans les soutes des avions passagers. Alors, ça veut dire qu'on peut s'en passer du fret aérien. Ça veut dire qu'on peut s'en passer, oui, et que beaucoup d'entreprises, alors s'en passer totalement, certainement pas. En fait, si on va sur certains produits de la santé, par exemple, où effectivement il y a besoin de transporter certains types de produits à certains endroits,
on ne peut pas forcément s'en passer. Il y a certaines industries où il est effectivement logique d'utiliser, et pourquoi pas d'utiliser justement par rapport à des flux passagers, de l'espace pour transporter la marchandise en profitant justement de ce transport. Donc le transport aérien, bien sûr que c'est un transport qui est observé. C'est un transport qui fait une démarche aussi de son côté de réduire les gaz à effet de serre, très, très faiblement aujourd'hui, mais il y a des solutions. On parle de carburant SAF par exemple, mais aujourd'hui la disponibilité de ce carburant est relativement faible et les obligations d'engagement sont aussi relativement faibles. Mais par contre, si on arrive à aller jusqu'au bout de la démarche, on pourra atteindre des 80% d'économie de CO2 en utilisant ce type de carburant, par exemple. Donc, c'est des solutions qui potentiellement pourraient exister à terme. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que comme il y a eu un petit peu un transport aérien qui a été malmené par rapport à cette crise Covid, on a essayé de trouver aussi d'autres solutions. Ces solutions, c'était du report sur le ferroviaire, sur le maritime, et donc il y a eu aussi des questions qui se sont posées sur, ça a été dit aussi tout à l'heure, sur du sourcing éventuellement, sur aussi de la relocalisation de certaines industries, peut-être clés. Alors, il n'y en a pas non plus, ça ne fait pas légion, le nombre d'entreprises qui sont relocalisées, mais il y a certains secteurs d'activité qui, pour partie, ont réfléchi à relocaliser certaines parties de leurs industries. Donc, il y a ces réflexions-là qui ne se font pas du jour au lendemain, mais en tout cas, tous ces points-là existent dans les stratégies des entreprises. Les entreprises se posent la question, où est-ce que je source, où est-ce que je produis, quel type de mode de transport je vais utiliser, et surtout, comment est-ce que je fiabilise mes flux. Et bien évidemment, en se posant toutes ces questions-là, on est sur une tendance de sobriété, justement, puisque on n'est pas juste dans l'attentisme d'une transition énergétique qui met du temps à se mettre en place, même si elle existe et qu'elle est en route. On s'aperçoit que les progrès technologiques, eh bien, ils sont là, mais il leur faut du temps pour se développer. Et effectivement, ce n'est pas des solutions immédiates. Donc, cette notion donc, tu dis c'est dans la durée, quoi. C'est vraiment un effort dans la durée. C'est vraiment dans la durée, et c'est ce qui a été dit au tout début. Il y a effectivement une culture qui est en train de se mettre en œuvre, alors au niveau européen, peut-être plus que dans d'autres régions, je suppose, mais en tout cas, il y a une vraie culture qui est dans les esprits. Et il y a une vraie démarche de la part des patrons d'entreprise, justement, d'aller vers ces nouvelles solutions. Ok, si la démarche est là, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Xavier, alors on a vu un peu que le transport aérien était sans doute le plus polluant, ça d'accord, que ça fait partie d'une démarche sur laquelle on peut peut-être optimiser des choses, mais en fait, 80% du flux, il est maritime. Donc, en fait, s'il y en a un à optimiser, c'est bien le maritime. Oui, je voudrais là donner un peu mon point de vue sur comment les ports voient la question de la décarbonisation. Parce que, enfin, le port, finalement, est une petite ou grande ville, parce que quand même, on a plus de 22 kilomètres de quais, avec toutes les zones d'influence. On est un espace sur lequel à peu près 35 000, 36 000 personnes viennent travailler tous les jours. Je parle dans l'enceinte portuaire. Au port de Barcelone. Oui, du port de Barcelone, oui. Et dans lequel, dans cet espace, le port, l'autorité portuaire en soi-même, elle n'est pas le plus gros faiseur, mais nonobstant, il faut aider, il faut faire en sorte que les émissions de l'ensemble des activités qui se passent dans le port soient diminuées, je dirais, fortement diminuées.
une des premières choses, c'était donc comment allons-nous diminuer si nous ne savons pas encore calculer? Et donc, il y a peut-être… Ouais, on part d'un temps T, on se dit bah, on est très bien, on part d'un T plus 1, on est toujours très bien, mais si on ne sait pas le mesurer, c'est ça que ça sert à rien. Ça. Et il faut d'abord savoir mesurer. Et le port a pris une initiative il y a peut-être déjà une dizaine d'années en créant un moteur de calcul d'émissions pour toutes les marchandises qui passent par le port de Barcelone. Ça s'appelle PortLinx. Et ça vous donne les émissions d'une expédition concrète, même avec les tronçons intermodaux, donc c'est différent le calcul si tu passes si tu fais la livraison finale par train, ou tu la fais par camion. Donc, cet outil a été mis en marche, je ne me trompe pas, il y a une dizaine d'années. Et alors, la première question, c'était de dire, mais oui, nous faisons un calcul, mais où est la garantie que ce calcul est bien fait? On a demandé à être labellisé par TÜV Rheinland, qui, oui, a labellisé que les calculs étaient faits d'une certaine manière. Au fur et à mesure que ça avançait, on se disait, mais alors, écoutez, il faut trouver la manière que les calculs qui seront faits par nous ou les calculs qui seront faits par d'autres organismes soient les mêmes. Et on a découvert on a essayé de promouvoir la connaissance de cette méthodologie qui était le GLEC, peut-être le plus homogène, le plus largement utilisé. Et le GLEC devient, on l'a essayé d'internaliser. On a vu que la méthodologie GLEC et cette méthodologie de PortLinx n'étaient pas totalement différentes, mais il fallait essayer de participer à n'importe quel effort pour disposer d'une norme internationale. Et cette norme sera, comme j'ai dit auparavant, la norme ISO 14083, qui sera possiblement approuvée dans 3 mois. Les travaux sont presque terminés. Et on est dans la dernière… Là, on est sur une norme internationale ou sur une norme européenne? Norme ISO internationale. Internationale. C'est ça, une norme internationale pour calculer les émissions des chaînes logistiques, soit des marchandises et de passagers. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir, faire une démarche de certification, si je comprends bien, avec cette nouvelle norme en disant oui, bah, je réponds bien à la norme 14 000 combien? Oui, et ça sera, je crois que ça sera approuvé et publié peut-être en décembre cette année. Oui, alors, ça veut dire un gros progrès. C'est relativement proche. Ce sera décembre ou janvier ou février, j'en sais rien, mais les derniers travaux sont en cours maintenant. Et c'est important que tous nous calculons de la même manière. Et pour l'autorité portuaire, ça c'était important parce que nous, en tant qu'autorité portuaire, on n'est pas des grands émetteurs, mais oui, chez nous, il se passe beaucoup de choses. Le port, plutôt que le port en soi-même, les utilisateurs du port et des ports, je dirais, sont des grands consommateurs d'énergie. Et souvent, surtout dans les villes comme Barcelone, où le port est attaché à la ville, est juste à côté de la ville. Et alors, il y a toujours la tentation de faire un peu de démagogie et de tenir le port responsable de tous les maux, de toutes les émissions qui se passent. J'ai vu même des calculs qui étaient franchement effrayants, selon lesquels les émissions de CO2 équivalentes par Barcelone étaient absolument hors question, formidables, mais sans oublier que celui qui avait fait les calculs attribuait au port de Barcelone toutes les émissions maritimes depuis l'origine, y compris le transport maritime jusqu'à arriver à Barcelone. Mais écoutez, il faut faire les choses d'une manière un peu plus standardisée.
Alors, Oui. est-ce qu'on pourrait passer une slide sur Oui. laquelle, je sais plus si c'est Oui, votre deuxième slide ou première slide, je s'il sais vous plus. plaît, le deuxième slide surtout. Ouais, Qui je sais pas si Alan peut la passer ou si toi, Xavier, tu sinon, peux la passer. De oui, voir les émissions. Bah voilà. Donc, voilà. et Ça, celle-là, c'est puis d'abord une la deuxième première, aussi. oui, Parce que pour là, voir que, j'arrive pas à voir. Voilà. exact, celle-là, parce qu'on Voilà. dit Alors au ça, c'est port intéressant parce maritime. que là, on voit quand même les émissions de CO2 par tonne kilomètre. Oui, et ça c'est selon la méthodologie GLEC, je dirais, qui est plus ou moins à la base de ce qui sera la ISO nouvelle. Hein. Donc je crois qu'on peut prendre ces chiffres comme assez généralement acceptés. Eh bien, oui, le transport maritime, ça pollue, mais quand tu vas à la tonne kilomètre, ça ce sont les grandes moyennes, hein, les grandes moyennes. J'ai mis là. Euh, le transport maritime par porte-conteneur, ça pollue ou ça émet 54 grammes de CO2 équivalent par tonne kilomètre. Le train électrique, seulement 10, mais le camion, même la petite fourgonnette qui nous emmène ce qu'on a acheté par ce système de Internet, ça émet 370 grammes au lieu des 54 du maritime typique. Donc, oui, évidemment, Alors, ça mais là, on pollue. compare des choses qui ne sont pas comparables parce qu'on ne peut pas comparer un porte-conteneur avec un camion de livraison de 7 tonnes 5, quoi. C'est, Oui, évidemment. Oui, évidemment. Mais nous, finalement, quand on consomme, quand il y a un gros porte-conteneur qui arrive chez nous, il emmène des marchandises pour des milliers de personnes, évidemment. Mais donc, c'est tous nous émettons dans chaque phase de transport. Et ce serait bon alors de calculer, et ces calculs seront plus possibles et standardisés avec la norme ISO. On pourra faire le calcul de la chaîne logistique de n'importe quoi, d'origine jusqu'à chez nous. Un calcul un peu laborieux, mais ça pourra se faire. Et alors, quand, vous qui êtes un port, enfin, ou qui conseillez un port, c'est vrai que quand on voit, quand on découpe une chaîne du transport international, on a le pré-acheminement, on a l'acheminement principal, puis ensuite on a le post-acheminement. Et là, quand je regarde bien, quand je vois le train ou le fluvial qui représente un rapport de 1 à 20 par rapport à la livraison au camion, là c'est quand même interrogatif. Là, comment on fait? Parce que vous avez des navettes ferrées, vous, à Barcelone? oui, oui, il y a la voie de ferrée et Qui dans le cas remontent de où? Barcelone, il y a la voie de ferrée à l'écart international jusqu'à connecter avec le système français, européen, à l'écart international. Et en fait, le port a essayé depuis longtemps de promouvoir le report modal de la route pour le rail. Par exemple, dans le segment Barcelone-Zaragoza, de à peu près 300 km. Aujourd'hui, la pratique totalité des transports qui se font sont en train. La moyenne de transport, disons le market share du train dans les transports conteneurs à Barcelone est de 15%, ce qui nous met dans une relativement bonne situation par rapport aux autres ports européens. Si je ne me trompe pas, Rotterdam est à 17-18, un peu plus que Barcelone, mais 15% c'est déjà pas mal. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons aller beaucoup au-delà qu'on est aujourd'hui. Mais ça signifie pour le port même créer des investissements, de s'occuper d'investissements. Par exemple, entre Barcelone et Saragosse, un des points qui freine encore, c'est que les voies d'écart ne sont pas de 750 mètres. Donc, par exemple, c'est le port paye de sa poche, est en train de le faire maintenant, d'augmenter la longueur des voies d'écartement entre Barcelone et Saragosse jusqu'à 750 mètres, parce que ça permet de baisser les coûts de transport ferroviaire.
Donc pour nous, ça c'est une question absolument importante de laquelle nous essayons que ce pourcentage de 15% qui est petit, mais nous aimerions de le doubler, sachant qu'en Espagne, la moyenne de la part de marché en Espagne du ferroviaire est de moins de 4%, malheureusement. Ouais. Donc, déjà arrivé à 15% pour nous, c'est la même chose en France, mais sur les ports français ou Anvers, on aurait pu lui poser la question tout à l'heure. Mais globalement, de toute façon, l'investissement, c'est pas vous qui allez investir sur des voies de chemin de fer pour aller un peu partout ou beaucoup plus loin. C'est pas, c'est quasiment peut-être impossible. on devrait. Oui, je comprends bien. Dans le cas, cette chose qui est faite maintenant, qui est décidée, c'est pas encore fait, mais c'est décidé. C'est vrai qu'entre Barcelone et Zaragoza, le port n'est qu'un des utilisateurs. Mais quand les autres trouvent des difficultés ou trouvent des excuses pour ne pas investir, dans ce cas, c'est le port qui a décidé de faire l'investissement. C'est décidé. En général, ce serait l'équivalent de RFF Réseau qui devrait s'en occuper. Mais si Adif, qui est l'équivalent, ne le fait pas, dans ce cas, le port le fait. Et d'autre part, j'avais mis là à côté dans ce slide, parce que quand on parle de... Vous pouvez le remettre, parce qu'il y avait aussi... Non, avant, celui d'avant. Juste avant, celui d'avant. Non, avant. Encore avant. Parce que quand on parle des émissions du port, oui, on les a comptées, c'est 315 000 tonnes par an de CO2, mais où est l'origine? L'origine, à 90%, sont les bateaux. Si on compte de l'approche du port, le passage à quai et la sortie. Donc, tout confondu, c'est 90%. Le reste, les véhicules qui circulent dans le port, les engins de manutention, tout ça, c'est un 10%. Sur ça, le port a l'objectif de diminuer de la moitié. Et alors, comment on va faire là? Comparé en 2017. La moitié. On essaie de diminuer à la moitié. Donc, pour cette question, et je ne parle pas à Barcelone, mais je crois que tous ces ports qui sont proches aux villes auront le même réflexe, je dirais. Quand on nous fait responsable des émissions, oui, on est responsable. Mais dans 7,6 ou dans 1,5% des émissions, ça dépend des types de polluants. Donc, ça, c'est la réalité. À Barcelone, on parle beaucoup des croisières, parce que c'est un grand port de croisières et on fait toujours les croisières coupables de tous les maux. Et possiblement, ils sont des coupables de beaucoup de maux, mais dans ce cas-là, des émissions, non. Non, c'est pas. Donc, c'est-à-dire, nous essayons d'abord de calculer, de savoir calculer d'une façon homogène et de faire les calculs pour pouvoir diminuer les émissions. Ça, c'est ce qui nous occupe. Hein. Ok. Et alors, pour répondre pratiquement parlant, là, pour diminuer de 50% là, ces émissions, vous allez faire quoi? Parce que il y a moins de bateaux qui vont chuter, on va pas électrifier les bateaux quand même. Les émissions des bateaux, on ne peut pas faire grand-chose parce que ce sont les règles internationales qui gèrent les règles de la IMO, qui gèrent tout ce qui est les moteurs et les émissions des bateaux. Mais dès qu'ils sont à terre, disons, à côté, oui, là on peut faire. Par exemple, un des grands projets dans lequel le port est en train d'investir 100 millions d'euros entre cette année prochaine et la suivante, on essaye de faciliter l'électricité pour que les bateaux qui sont à quai ne polluent pas. Donc, ils peuvent éteindre ces moteurs. À partir de l'année 25, dans 2 des quais de Barcelone, il y a 2 pilotes qui, de façon qu'on pourra livrer de l'électricité à
aux porte-conteneurs qui seront au terminal Best, qui s'appelle, et aux ferries qui accostent dans les terminaux de ferry. Ça, c'est un des grands axes. Éviter que quand les bateaux sont à quai, ils continuent à devoir utiliser ces moteurs. Et après, le port est une grande surface. Et dans toutes les surfaces, non, mais dans quelques surfaces, il est possible d'investir dans des panneaux solaires, par exemple. Et on est en train d'abord de faire ce qu'on appelle des îles énergétiques. Il y a un projet pilote qui va démarrer je suis au port, je regarde devant moi. Alors, dans le vieux port, il y a le quai des pêcheurs. Le quai de pêcheurs sera couvert la plupart des surfaces avec des panneaux solaires et ça va générer de l'électricité que sera consommée sur place, essentiellement dans le quai de pêcheurs. Vous allez devenir producteur d'électricité, en fait. Oui, nous serons producteurs d'électricité qui sera consommée localement pour produire la glace, on dit ça? Oui, le gel pour les pêcheurs. La conservation et pour... Et dans d'autres zones, par exemple, on a 2 terminaux à voitures qui sont assez importants. Dans ces terminaux, il y a des grands espaces qui peuvent être couverts avec des avantages parce que ça protège les voitures qui sont là, tandis que ces terminaux-là ne consomment pas d'énergie, ou très peu. 4 choses pour allumer les surfaces pour rien d'autre. Mais à côté, il y a des zones où il y a beaucoup de consommation d'énergie. Ce qu'on essaie, c'est de mettre d'accord ceux qui peuvent être producteurs d'énergie avec ceux qui peuvent être consommateurs d'énergie. Okay. De façon à éviter le transport de l'électricité qui génère toujours des pertes. Ça, c'est un autre des grands axes de travail. Et après, éviter de consommer de l'énergie là où il est humainement possible. Il y a beaucoup d'économies qu'on peut faire parmi toutes les sociétés du port et on découvre, par exemple, qu'on a laissé perdre de l'énergie importante pendant beaucoup d'années dans une installation de regasification. Quand le gaz qui est importé à Barcelone comme liquide, quand il est regasifié, ça produit du froid, beaucoup de froid, qui était perdu jusqu'à présent et qui sera réutilisé pour la réfrigération d'installations dans les zones logistiques à côté. J'ai une question générale qui s'adresse plutôt à la cantonade ou aux chargeurs en tant que tel, mais pas forcément qu'aux chargeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà dans CAP 21 traité ce genre de choses, est-ce qu'aujourd'hui, le choix d'une plateforme portuaire de chute, entre guillemets, par rapport à un import ou si c'est de l'export, est devenu un choix stratégique en fait pour l'entreprise? Parce que là, on voit bien, si on regarde bien les statistiques de Xavier, on a une problématique de ce qu'on appelait avant Interland de port qui peut être très différente en fonction des ports qui ont des moyens ferrés qui permettent de desservir et que l'éloignement est assez relatif. Donc d'un côté, on se dit, ah bah tiens, un port de proximité, Interland de port bien défini. Oui, mais d'un autre côté, les camions de 20 tonnes à 92 en tonnes CO2, enfin 92 grammes CO2 par tonne, et du train à 10 par CO2, ça change l'aspect éloignement ou l'aspect Interland. Comment ça rentre en jeu tout ça? Est-ce que c'est une matière à réflexion? Ah oui, vous n'avez pas vos micros. Hein. Tout le monde peut répondre à ça, je pense. Oui, il y a matière à réflexion. Il faut quand même voir que le choix d'un port, c'est un choix de long terme. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui tel port n'est pas parfait qu'il ne le sera pas dans 10 ans.
d'autant plus que la décarbonation, tout le monde va y aller. Le résultat, au final, on y arrivera tous, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, ça fait partie quand même des critères qui sont pris en compte lorsque un chargeur tâche d'étudier quelles sont les meilleures routes qu'il peut utiliser, mais ça rentre dans un panel de tout un tas d'autres critères. Et bien entendu, les facilités de passage, les coûts qui peuvent être mis à un endroit ou à un autre, les prestataires, comment ils sont positionnés ou non sur différents ports, et puis ce que les compagnies maritimes sont en capacité d'offrir ou pas aux chargeurs. Je pense que Jean-Michel, tu dois pouvoir compléter. Oui, alors sur le choix du port, est-ce que c'est quelque chose de stratégique? Oui, c'est le choix du port est quelque chose de stratégique. Est-ce que les chargeurs choisissent leur port? Pas tous. En fait, quand on est un petit chargeur, des fois on expédie un produit, on sait d'où il part, mais on ne sait pas forcément vers quel port il va, etc. C'est aussi le commissionnaire qui fait, qui va après choisir le port, la compagnie, etc. Mais quand on est effectivement un gros faiseur, il est stratégique de savoir où va sa marchandise, si on peut massifier ou pas. Donc le fait effectivement qu'il y ait des solutions de massification de flux, eh bien ça aura aussi un impact. Est-ce qu'il y a du stockage de disponible? Est-ce que le port a une démarche vertueuse, comme ça l'a été dit, et comme tous les ports effectivement essayent de réfléchir à avoir des quais, des quais qui sont branchés pour permettre aux navires d'être sur de l'électricité plutôt que sur du thermique. Alors effectivement, tous ces choix-là, tout dépend du niveau de réflexion qu'on a, mais oui, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement stratégique. Et on pense même à des corridors d'excellence, corridors maritimes, plus port, plus hinterland, qui ferait qu'effectivement on arriverait à des solutions hautement vertueuses en termes de dégagement de CO2. Donc oui, pour certains chargeurs, j'aurais tendance à dire, c'est quelque chose qui est ou qui va devenir déterminant. Donc oui, le choix du port est important. Par contre, effectivement, si on revient sur la diapositive qui a été présentée, on voit quand même, vous voyez, au niveau des types de transport, on compare différents modes de transport. Mais en fait, ça devrait se comparer par type de produit transporté. C'est-à-dire que, effectivement, du fluvial, du train et du routier, on transporte à peu près le même type de marchandises. Par contre, sur du maritime, il y a une grosse partie du maritime qui sera soit du produit de la matière première, vous voyez, vous avez les vraquiers, 30-35%, vous avez 30% de conteneurs. Dans du conteneur, vous avez pas mal de produits, de produits semi-finis. Vous avez aussi des produits à très faible valeur. Lorsqu'on compare la valeur aussi transportée, eh bien, c'est quelque chose qui est différent et qui a un impact sur l'économie aussi. Donc, c'est vrai que là, quand on présente des chiffres et qu'on compare les modes avec les uns avec les autres, il faut avoir aussi une deuxième lecture. C'est-à-dire que sur un produit qui, par exemple, va être transporté par camion ou par avion, au final, eh bien, il y aura eu différents types de transports avant. Il y aura eu du transport maritime, il y aura eu du transport peut-être fluvial, il y aura eu différentes choses. Et puis, au bout du bout, peut-être quelque chose du transport aérien parce qu'on sera dans du e-commerce, par exemple, je ne sais pas. Donc là, vous voyez que en fait, on ne peut pas s'arrêter aussi qu'au mode de transport par rapport à ce qu'on observe. Il faut aussi rentrer dans le détail où est-ce qu'on se situe dans la chaîne logistique et qu'est-ce qui est transporté. Tout est complémentaire, malheureusement, et tout le monde fait des efforts. On parle des ports, mais les aéroports font exactement la même démarche en termes de réduction de gaz à effet de serre.
ils ont effectivement le matériel de manutention qu'ils essayent d'utiliser de l'électrique. Ils essayent effectivement différentes solutions de ce point-là. Et là aussi, il y a des choix malgré tout qui vont s'opérer par rapport au choix des compagnies, au choix des aéroports, etc. Et Jérôme, est-ce qu'on arrive à modéliser ou à faire des scénarios avec des algorithmes qui permettent d'avoir des optimisations en se disant, bah tiens, c'est plutôt comme ci, comme ça qu'il faut faire, ou est-ce que est-ce que la machine est suffisamment puissante pour aller modéliser tout ça, ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'interventions ou de choix stratégiques humains d'abord? On a effectivement un mix. Donc, effectivement, il y a un enjeu de taille, de capacité pour le chargeur, l'importateur, l'exportateur à discuter avec ses transitaires et à avoir la main sur les ports, les aéroports de passage. Le premier critère restant quand même d'abord, si on prend le cas de l'import, la position des plateformes. Hein. C'est en fonction des plateformes que les ports vont d'abord être retenus et de la facilité à organiser et à massifier le post-acheminement. Mais effectivement, et on intervient aussi sur des sujets de sourcing. C'est un point qui a été évoqué plusieurs fois. Et on voit effectivement cette réflexion qui est en cours sur une diversification ou une relocalisation du sourcing. Et on a aujourd'hui des outils qui permettent de modéliser l'ensemble des chaînes de coûts et voilà, on est en train d'arriver à cette modélisation équivalente sur l'ensemble des chaînes d'émissions de CO2 et de comparer effectivement des alternatives. Et du coup, quand on compare des fournisseurs dans des pays, on a cette capacité maintenant à venir dire, au-delà de l'aspect purement financier, je suis capable de modéliser mon total landed cost, pour reprendre le terme américain, mais aussi mon émission totale de CO2 et d'envisager, de comparer des alternatives. Donc ça, oui, ça c'est des choses aujourd'hui qui sont faisables. À quel point, ça c'est une question que je pose aussi à tous, on arrive dans un avenir plus ou moins proche, puisque Xavier parlait de normes, à des actions contraignantes. Parce que là, on est un peu à la frontière, là, pour l'instant, dans ce que je vois de ce qui est mis en place par les process de la UTF, pour l'instant, les actions volontaires. Donc, on rentre ou pas dans un dispositif de façon volontaire. À quel point, dans un avenir plus ou moins proche, on ne va pas arriver à des actions plus contraignantes quand on voit que la poussée quand même de la montée de la préoccupation écologique qui est quand même forte? De ma part, je peux dire, dans l'Union européenne, nous avons ce principe dont on en parle beaucoup et on fait peu, qui dit que celui qui pollue paye et celui qui utilise paye. Pour l'instant, tout le monde essaie de se cacher quand on parle de payer. Un jour ou l'autre, à mon avis, il faudra l'imposer parce que les défis que nous avons devant nous, si nous croyons aux chiffres que nous avons aujourd'hui sous nos yeux, ça nous oblige à réagir d'une forme beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui. Donc, un jour ou l'autre, il faudra commencer à parler de payer. Oui, puis ça viendra sûrement à travers aussi la fiscalité, hein, qui est une forme d'imposition finalement de ce type de décision, d'accélération. On voit aussi une démarche qui va être quand même très impactante à travers cette fameuse taxonomie européenne, qui va d'une certaine manière conditionner ou en tout cas avoir un impact sur la manière dont l'entreprise va avoir accès au crédit, au financement, en fonction de sa typologie d'activité et de la manière dont ces activités vont impacter l'environnement sur tout un ensemble de critères, pas uniquement le carbone. Et donc, oui, on va avoir un arsenal fiscal et législatif qui va fatalement se renforcer. Bon, ça apporte une bonne conclusion, sauf si l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose. Tant qu'on fait de façon volontaire, faisons-le et prenons-nous en main pour le faire, quoi, finalement. Parce que quand ça sera plus volontaire, ça sera peut-être moins agréable. Donc, autant le faire et en faire un projet d'entreprise qu'autre chose. Messieurs, je vous remercie vivement
de nous avoir éclairé sur le sujet. Je suis content de voir que la préoccupation, je disais, enfin, comme tout le monde, les informations hier à bord glacier italien là, qui avait décroché, je me suis dit merde, c'est le réchauffement climatique, il commence à avoir des problématiques très concrètes, et comme le transport est quand même globalement aussi un gros pollueur, je suis content de voir que quelque part on prend ces préoccupations à cœur. Je dis à tout le monde qui nous écoutait que dans quelques minutes, on va pouvoir commencer les networking. Je crois que par contre, ils sont clos, c'est-à-dire on peut plus se rajouter au networking parce qu'ils sont pleins. Donc, moi, je suis très content, ça veut dire qu'on a un gros succès. Si jamais vous voulez rejoindre tous les intervenants qui étaient là aujourd'hui ou ceux qui viennent d'intervenir sur la plateforme Shotcard, vous pouvez rentrer en contact directement avec eux, vous pouvez réseauter, vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez faire quelque chose avec eux, quoi, tout simplement. Merci en tout cas de tous les participants de s'être inscrits et d'avoir été assez actifs, hein, puisqu'il y a quand même eu depuis ce matin pas mal de questions, pas mal d'interactions avec tout le monde. Je rappelle, alors ce matin j'ai dit une bêtise parce que j'ai dit que la plateforme était ouverte pendant 2 jours. Non, elle est ouverte pendant 20 jours. Donc c'est 20. Donc vous pouvez continuer à réseauter un peu avec l'ensemble. Merci de votre participation, chers intervenants, et puis à très bientôt. Merci. Merci. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.